BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où on va parler de, évidemment, ce qui nous préoccupe beaucoup, même si on est consommateur, même si on est chef d'entreprise, même si on est un politique, le prix du carburant. Olivier Gantois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'UFIP Énergie Mobilité. L'UFIP, c'est l'Union Française des Industries Pétrolières. Vous représentez tout le monde, si j'ose dire. Il y a les derniers prix, là, ce soir, qui viennent de tomber, montrent qu'on est quasiment... en moyenne, en dessous des 2 euros, mais enfin, sinon, on l'a franchi largement. Hein. Oui, parce que le ministère de la Transition énergétique publie chaque lundi la moyenne des prix à la pompe sur la France. Et les prix publiés aujourd'hui donc sont de 1,96 € le litre pour le samplon 95. Ça veut dire que vous avez une partie des stations qui est au-dessus et l'autre en dessous. Ça veut dire que vous avez un nombre important de stations qui sont au-dessus de 2 € le litre. Pour le gazole, c'est 1,88 €. Ouais. Est-ce que demain il y a une réunion à Bercy? Je ne sais pas si vous chez Agnès Pannier-Runacher avec tous les distributeurs pour essayer de voir comment on peut contenir les prix du carburant et surtout leur demander, et les pétroliers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous y serez ou pas? Nous y serons, ainsi que nos adhérents. Ouais. En fait, tous les acteurs de la distribution y seront. Nous, nos adhérents, la grande distribution, les pétroliers indépendants. Nous avons essayé d'expliquer au gouvernement et notamment au ministère de la Transition énergétique quels sont les tenants et aboutissants des prix pétroliers. On va réexpliquer demain, mais je pense qu'on va être en effet très sollicité pour proposer des solutions pour faire bouger les prix des carburants. Qu'est-ce que vous avez comme solution? Quelles sont-elles? Est-ce que vous pouvez nous les mettre sur la table? Après, vous allez les choisir ou pas, mais dites-nous quelles sont les solutions possibles. Je peux dire les solutions qu'on n'a pas. C'est-à-dire que les deux répondre à ma question, Olivier. Les deux principaux déterminants des prix pétroliers sont d'abord le prix du brut qui est un prix mondial. Donc là, la France qui pèse pour 1% de la consommation mondiale ne peut pas peser sur ce prix. Ensuite, vous avez les prix des produits finis, des carburants, à Rotterdam, qui sont des prix pour l'Europe. Ces prix-là, également, la France, même si elle a un poids un peu plus important dans l'Europe que dans le monde, ne peut pas les influencer. C'est-à-dire que si vous voulez acheter ou vendre un carburant fini, vous le vendez au prix de Rotterdam. Oui, donc ça, c'est le prix de base. Okay, ensuite, maintenant, il y a tout ce qu'il y a autour. C'est ça qui nous intéresse. On rajoute les coûts de distribution. Les coûts de distribution de l'ordre de 20-22 centimes par litre en ce moment, aussi bien sur le samplon 95 que sur le diesel. Et après, vous avez la marge nette des distributeurs qui est de l'ordre de 1 centime par litre. Et ensuite, vous rajoutez les taxes. Oui. Donc, prix à Rotterdam, coût de distribution, marge nette et taxes. Si on vous écoute attentivement, bien sûr, on a le sentiment que vous ne pouvez rien faire. Moi, je regarde un peu les prix à la pompe, je circule beaucoup. Vous voyez qu'il y a des très grandes disparités, que ça soit chez Shell, BP, Total. Et donc, on peut faire quelque chose, on peut moduler, ou alors évidemment dans la grande distribution, on peut moduler quand même le prix du carburant, du prix à la pompe. Alors la disparité des prix vient essentiellement de la structure de coûts de distribution, c'est-à-dire que une grande surface qui vend beaucoup de litres va avoir des coûts d'approvisionnement beaucoup plus bas, ce qui lui permet de proposer des prix plus agressifs, donc des prix plus bas. À l'inverse, une petite station de maillage, comme on les appelle, c'est-à-dire une station rurale, qui a des volumes très faibles, va avoir des coûts de distribution plus importants et ne sera pas capable d'offrir le même prix que la grande surface. Oui, mais regardez Total qui a dit, voilà, jusqu'au 31 décembre, en tous les cas, on sera sous les 1,99 €. Après, justement, c'est un peu l'idée, je peux continuer, mais pas trop longtemps, et Bercy lui dit, si, il faut continuer plus longtemps, enfin, du moins pendant 1 an. Donc, Total, il y arrive. Pourquoi Total y arrive et pas les autres? Et surtout, si Total arrive, ça veut dire que si on lui fait on lui force un peu, il peut descendre à un prix, entre guillemets, raisonnable. Alors, je ne peux pas parler à la place de Total, mais comme sont quand même nos adhérents, je peux essayer d'expliquer pourquoi ils ont cette approche et pourquoi ils peuvent se le permettre. La première, c'est que ce sont des raffineurs, donc ils n'achètent pas des carburants, ils achètent du pétrole brut et revendent des carburants. Donc si entre l'achat du pétrole brut et la vente des carburants, il y a de la marge, ils peuvent décider
de rogner sur ces marges-là. Deuxièmement, en tant que groupe intégré, ils font des profits sur l'amont pétrolier. Ils ont peut-être décidé que pour des questions d'image, il fallait qu'ils utilisent une partie de ces profits pour faire des revenus. Quel est le point mort d'un litre de carburant, de pétrole en France, pour une compagnie française, pour une compagnie comme Total? C'est quoi? Ça, je peux pas vous le dire parce que justement. Quoi, c'est à 60 $? C'est à quoi? C'est quoi? Non, je peux pas le dire. Enfin, 60 $, non, enfin. Et justement, quand je me hasarde à cette explication de leur approche commerciale, on voit bien qu'il y a un mélange en fait d'activités en France, d'activités à l'étranger, d'activités dans l'amont, dans l'aval. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chiffre de points morts précis. Mais est-ce que c'est pas fait pour noyer un peu le poisson? Pour nous perdre un petit peu dans les méandres de l'industrie pétrolière et faire que, en fait, on n'arrive pas très bien à savoir combien on devrait normalement payer notre essence à la pompe. Non, parce qu'en fait, les marchés pétroliers qui sont des marchés non régulés, contrairement à l'électricité et au gaz, sont des marchés dont le prix résulte de l'équilibre offre-demande. Pour le pétrole brut, c'est un équilibre mondial. Pour les produits finis, c'est un équilibre européen. C'est cet équilibre qui dicte les prix qui varient tous les jours d'ailleurs. Ouais. L'évolution du prix du pétrole, là on quitte la France, vous voyez quoi comme une évolution? Est-ce que vous voyez une poursuite de la hausse? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera, comme on l'a été il n'y a pas si longtemps que ça, avant la guerre en Ukraine, à 140 $? Comment est-ce que vous voyez l'évolution du prix du pétrole? Alors, les prix très élevés que vous mentionnez en 2022 étaient vraiment dus aux conséquences immédiates de la guerre en Ukraine qui avait surpris beaucoup d'acteurs et du coup les marchés étaient nerveux. Donc c'était des prix supérieurs à ce qu'aurait donné l'équilibre offre-demande et d'ailleurs ça n'a pas duré. Le prix est rapidement redescendu aux alentours de 80-90 $ par baril. En revanche, ce qu'on constate, c'est que depuis décembre 2022, donc depuis 10 mois quasiment, on a des prix relativement stables entre 75 et 85-90 $ par baril. Donc on a une espèce de plateau de prix et je pense qu'on pourrait rester sur ce plateau de prix. Après la déclaration de l'Arabie Saoudite qui a décidé de donner un tour de vis a quand même changé un petit peu la donne, non? Oui, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les prix sont aussi fermes? Parce que 75 à 90 $ par baril, ce sont des prix élevés. Il y a 3 raisons. La première, c'est la demande mondiale en pétrole brut, qui est actuellement de l'ordre de 103 millions de barils par jour, qui a augmenté de 2 millions de barils par jour depuis l'an dernier. Ça, c'est le principal déterminant. Le deuxième, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui, même si elle n'a pas occasionné de pénurie, met en jeu le deuxième producteur mondial qui est la Russie. Et ça fait que les marchés pétroliers sont nerveux, ont peur de manquer et les prix sont élevés. Et troisièmement, comme vous l'avez mentionné, certains producteurs, notamment le numéro 3, l'Arabie Saoudite, et le numéro 2, la Russie, qui ont décidé, ça fait longtemps que ça dure, mais de reconduire la limitation de leur production de manière à maintenir les cours. Donc, en résumé, Lévy Gantois, est-ce qu'à l'UFIP, vous estimez qu'il faut s'attendre à un prix du pétrole durablement élevé? Je crois que c'est mercredi que l'Agence internationale de l'énergie va publier ses propres perspectives sur l'évolution du prix du pétrole. Vous, qu'est-ce que vous voyez? Oui, je pense que les prix vont rester élevés. Pourquoi? Parce que d'une part, cette demande mondiale va continuer à augmenter. L'année prochaine, l'AIE prévoit qu'on sera encore 1 million de barils par jour au-dessus de cette année, c'est-à-dire 104 millions de barils par jour. C'est une mauvaise nouvelle pour la planète, mais pour l'instant, c'est comme ça. On n'a pas encore réussi à inverser cette courbe de croissance continue de la demande pétrolière mondiale. Ça, c'est la première raison. La deuxième, qui est plus conjoncturelle, c'est cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que tant que la guerre durera, on restera dans des prix élevés. Donc on restera au-dessus des 100 $, vous pensez qu'on y va ou quand même en dessous des 100 $? Non, je ne peux pas prédire exactement quel sera le prix. Je constate que ce tunnel entre 75 et 85 $, là plus récemment 90, était un tunnel de stabilité des prix. Donc je ne serais pas étonné que les prix se stabilisent au niveau actuel, voire légèrement plus bas. Mais je n'ai pas la boule de cristal, je me hasarde à des prédictions. J'ai l'impression d'avoir Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui me dit « Mais non, moi je ne sais jamais prédire le prix du pétrole. » Quand même, il a une petite idée, parce que de là aussi dépendent ses investissements. En France, demain, il ne va rien se passer, si j'ai bien compris votre message. Si? Alors, je ne suis pas au courant de ce que chaque entreprise présente demain
compte ou pas dire à la ministre. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une demande précise de la part du ministère de gestes pour faire baisser les prix à la pompe. Je ne sais pas ce qui va résulter. Il faut qu'on en reparle demain après-midi. Il y a une ristourne serait possible, envisageable du côté des compagnies pétrolières. Pas de façon généralisée. Hein. D'accord. Ce qui s'est passé l'an dernier en 2022, si on se souvient, c'est que l'État a décidé de mettre en œuvre une remise. Alors là, c'était l'État, ça s'appliquait à tous les litres vendus. En revanche, les ristournes ou les remises mises en œuvre par l'un ou l'autre des distributeurs, ou parfois c'était des prix coûtants, parfois c'était des bons d'achat pour le magasin d'à côté, ces décisions étaient de la part d'un distributeur uniquement à chaque fois. Donc il n'y aura pas de décision concertée des distributeurs. Mais si les distributeurs bougent, je recevais Olivier Tschelcher, le patron de Systémul, hein, qui dit nous on n'est pas à prix coûtant. Michel Jean Leclerc, lui, est à prix coûtant. Ça dépend, comme vous le dites, de la quantité que vous vendez en fait. Bon. Mais si les distributeurs bougent, ça sera compliqué pour les compagnies pétrolières de ne pas bouger, non ? Tout à fait. Alors là, je vais dire quelque chose, je ne vais pas me faire des amis, mais quand même cette transparence des prix des carburants en France, puisque on sait que sur Internet, on voit en temps réel les prix de toutes les stations. Pour ceux des automobilistes qui ont le choix de faire leur plein dans une station ou dans une autre station, cette transparence leur permet à tout instant d'aller dans la station qui est la moins chère et de faire jouer la concurrence dans la distribution des carburants. Et ça marche. Et ça marche, mais ça ne fait pas plaisir à tout le monde quand c'est un distributeur qui perd des parts de marché. Vous le mentionniez il y a quelques instants, effectivement, la demande mondiale n'a jamais été aussi élevée et on voit que ça va continuer en tous les cas en 2023. Or, il y a un peu urgence, réchauffement de la planète, je crois que c'est pas la peine de nous faire un dessin. Il faut quand même passer à l'acte. En même temps, on peut être de quoi, lorsqu'on regarde la conclusion du G20, on voit qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord justement sur la sortie du pétrole. Ça vous inquiète? Enfin, vous représentez les compagnies pétrolières, donc j'imagine que vous êtes plutôt satisfait de ça. Mais c'est quand même incroyable, non? Non, on s'en satisfait pas. Donc ça nous inquiète aussi parce qu'on est conscient de cette réalité du réchauffement climatique. Et quelque part, la lutte contre le réchauffement passe par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc par la baisse de la consommation d'énergie fossile, dont les produits qu'on distribue. Donc en effet, on se tire un peu une balle dans le pied quand on dit ça. Mais c'est ainsi. L'Agence internationale de l'énergie que vous mentionniez a prévu qu'on va avoir un pic de demande pétrolière mondiale à 108 millions de barils par jour. Donc, on n'est pas loin. Donc, la bonne nouvelle. En 2024. Oui, mais ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas continuer indéfiniment à augmenter. Dans le pic de 108, ça serait vers la fin des années 2020. Hein, et après, la demande va baisser. Donc c'est 2030, le pic c'est 2030, enfin 2028-29, 2030, et après ça va baisser. Mais de combien? On va sortir du pétrole, des énergies fossiles, à quelle rapidité? Alors si on prend le cas de la France que je connais un peu mieux, le plan français prévoit que en 2035, la demande de carburant fossile en France aura baissé de 40% par rapport à aujourd'hui. 40%, c'est presque une division par deux. Donc c'est considérable. Donc on va en effet vers une transition très marquée de la demande de carburant et notamment la baisse de la demande de carburant fossile. Oui. Est-ce qu'on voit il y a de moins en moins de stations essence, notamment au sein des villes, c'est plutôt en périphérie maintenant. Enfin, en tout cas, à Paris, c'est très sensible, à Lyon aussi, dans les grandes capitales françaises. Est-ce que vous observez ça? Il y a de moins en moins de stations essence qui sont dans les campagnes, dans les petits villages, dans les milieux urbains. Alors, il y a une explication, bien sûr. Ce qu'on observe, on compte le nombre de stations en France à chaque fin d'année. Oui. Et donc, on constate une baisse continue de ce nombre de stations. Fin 2022, on avait un peu plus que 11 000 stations-service en France, que ce soit ce qu'on appelle les réseaux traditionnels ou la grande distribution. 11 000, et ce nombre va certainement continuer à décroître, notamment si la demande baisse de 40%, des stations fermeront. Donc on aura un problème après qu'on appelle de maillage, c'est-à-dire d'accès de chaque automobiliste à une station qui soit pas trop loin de chez lui ou de son trajet entre chez lui et son travail. C'est déjà le cas, c'est déjà largement le cas. Combien de stations essence sont équipées électriquement? Alors,
Aujourd'hui, on a déjà toutes les stations autoroutières, à l'heure où je vous parle, toutes les stations autoroutières qui sont équipées. Donc on a environ 450 stations-service sur autoroute qui sont toutes équipées. Hors autoroute, l'équipement progresse. On va dire, et je ne sais pas exactement à quel point on en est aujourd'hui, mais l'équipement de nouvelles stations se fait à vitesse très rapide. Et quand je dis station, c'est soit dans des stations-service, soit des bornes de recharge qui sont au bord de la rue, comme ça, sans qu'il y ait une station-service autour. Il y a les deux cas. Donc en résumé, vous pensez que le prix à la pompe, Olivier Gantois, on va continuer à le payer assez cher? Oui, pendant combien de temps ça sera? Je suis vraiment désolé pour les automobilistes, mais les prix à la pompe vont rester élevés, oui. Oui, toute l'année 2024. À moins que la guerre entre la Russie et l'Ukraine cesse, mais ça, c'est pas de mon domaine. Oui, c'est vraiment là où est le curseur. Je pense. Ouais. Oui. Merci beaucoup, et puis bonne réunion demain. Vous nous ferez part, vous passez un coup de fil, vous ferez part de ce qui en est sorti, une petite ristourne. Visiblement, ça a l'air d'être assez compliqué. Merci Olivier Gantois d'avoir été avec nous, en tous les cas, le patron donc de l'Union française des industries pétrolières.